Le ministre togolais de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a informé les maires des 117 communes du Togo que des pratiques peu orthodoxes avaient cours dans ces communes. Ces pratiques consistaient à créer des taxes sur un certain nombre de produits, dont le soja par exemple. Le ministre s'insurge contre cette pratique et dans une note de service publiée le vendredi dernier, il rappelle que au cours des débats de la grande rencontre des maires tenue le 14 novembre 2020 au Palais des Congrès de Kara, eh bien, il a été montré aux maires la nécessité de se conformer scrupuleusement aux dispositions législatives et réglementaires en matière de mobilisation des ressources financières des collectivités. Le ministre dit, je cite, « Je tiens à vous rappeler que les diverses taxes non approuvées par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et le ministre de l'Économie et des Finances ne sont pas applicables. » Nous allons voir un peu plus clair dans ce sujet avec notre invité du jour. C'est un politique, Pascal Yigbe. Bonsoir Pascal Yigbe. Bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes le premier vice-président du parti Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL. Merci d'être avec nous. Quelle est d'abord votre réaction à cette note de service du ministre Boukwesi? Nous pensons que Monsieur le ministre Boukwesi a pleinement raison de rappeler les maires à l'ordre. C'est vrai que dans la gestion, bien dans le budget des communes, les taxes constituent en grande partie les fonds de roulement de ces communes-là. Mais les taxes ne doivent pas être créées de manière anarchique comme le ministre l'a soulevé. Les taxes doivent être d'abord approuvées à notre connaissance et votées au niveau du Parlement. Les genres de taxes que le pays devait générer ou bien les communes devaient percevoir au niveau des populations devaient être discutées au niveau du Parlement et votées. Donc, tout le monde ne peut pas se lever et créer une taxe comme ça et l'appliquer aux populations. Les populations sont d'ailleurs même en train de souffrir. Nous sommes dans une pauvreté très avancée et il ne faut pas encore en rajouter. Donc, nous approuvons parfaitement la décision du ministre. Il ne faut pas tout le temps critiquer, mais quand c'est bon, il faut l'approuver. Alors, justement, vous approuvez la note du ministre. En même temps, il faut peut-être aussi comprendre à la base les élus locaux. Il y a des besoins, il faut répondre à ces besoins. On a besoin de moyens pour les faire. C'est par les taxes que les communes vivent. Oui, ils doivent chercher d'autres mécanismes. Il n'y a pas que les taxes non approuvées. Il y a d'autres taxes qu'ils perçoivent déjà. Mais si c'est insuffisant, il va falloir qu'ils discutent soit avec leur ministre de tutelle, ou soit qu'ils fassent des moratoires au niveau de l'Assemblée pour revoir cela de manière plus nationale, que chaque commune se lève et invente des taxes et l'inflige aux populations. En même temps, il y a des spécificités aux communes. Ici, par exemple, le ministre a pointé la taxe sur le soja et d'autres produits. Oui. Vous imaginez que le soja, par exemple, ne se cultive pas ici dans le sud. Donc, il est difficile pour les maires d'ici de mettre des taxes sur le soja. Mais dans les milieux où c'est cultivé, est-ce que c'est de bon ton, c'est de bonne guerre qu'on puisse taxer ces produits? C'est ce que je suis en train de relever dès le départ. Il faut d'abord que les types de taxes que les populations doivent payer ou bien leurs communes doivent percevoir auprès des populations soient d'abord discutés au niveau de l'Assemblée. Et que ce soit une loi qui soit votée et que ce soit nationale. Là, les populations sont prêtes et ils savent que bon, c'est quelque chose qui est officiel. Ce n'est pas parce que bon, on a fait les élections locales et que chaque maire vient et invente ce qu'il veut. Sinon, cette mairie partira, c'est-à-dire les élus locaux partiront et d'autres personnes viendront encore créer autre chose. Donc, ce serait un peu anarchique. Justement, mais le volet spécifique que je relève, par exemple, c'est difficile de faire une loi de portée nationale pour dire vous avez le droit de percevoir des taxes sur tel produit. Ça revient à lister tous les produits du Togo, ce qui est très compliqué pour une loi de portée générale. Bon, on peut les catégoriser. Je pense que le problème doit d'abord être soulevé au niveau de l'Assemblée. C'est ce que nous pensons. Le problème doit être soulevé au niveau de l'Assemblée. Et les parlementaires doivent réfléchir là-dessus et voir dans quelle mesure prendre des dispositions pour la faisabilité de la chose. Et de plus, nous pensons que les céréales constituant les produits de base, il ne faut pas trop mettre des taxes là-dessus qui va encore embêter le pauvre contribuable. Parce que quand les taxes sont
plus ajouter sur ces genres de produits, ce n'est pas les commerçants qui paient. Ils paient certes, mais ça rejaillit sur le dernier consommateur. Donc il faut voir également la bourse. Notre SMIC est à combien et il faut encore en rajouter d'autres taxes. Les élus locaux doivent plutôt créer d'autres mécanismes pour chercher de l'argent. Et je pense qu'il y a même des partenariats. Lorsqu'ils avaient fait les élections locales, si je ne me trompe pas, le ministre des Affaires étrangères avait fait un voyage dans ce cadre-là où on avait demandé à l'Union européenne en ce moment, ou bien ils avaient fait des couloirs pour que les élus locaux puissent chercher d'autres financements ailleurs. Donc je pense qu'ils doivent exploiter ces pistes-là que de vouloir encore mettre plus de poids sur les populations. On sait quand même aujourd'hui que les communes ont beaucoup de difficultés au quotidien parce que les fonds n'existent pas toujours et elles ont besoin d'engranger des fonds. Donc, vous pensez que ce n'est pas en faisant des taxes qu'il faut, en faisant des taxes, j'allais dire, fantaisistes, qu'il faut engranger ces fonds, mais la question se pose toujours. On a besoin de ressources. Comment on règle cette question-là? Oui, on a besoin de ressources. Je pense d'abord, il y a un budget qu'il vote chaque année. Il va falloir qu'il discute avec, que ce soit avec le ministre ou le Parlement, parce que c'est au niveau du Parlement que le budget est approuvé, et qu'ils discutent pour revoir le budget. Si le budget est trop bas pour eux, ils n'ont qu'à d'abord faire un projet qu'ils ont au niveau de leur commune, les besoins, les lister, et on les évalue. Bon, si on doit revoir le budget à la hausse, c'est au niveau du Parlement que ça doit se faire. Ce n'est pas au niveau des populations qu'il faut les obliger à payer des frais sans tête ni queue. Mais cette manière pour le ministre de régler la question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu une sorte de caporalisation aussi des maires? Ah oui, mais nous l'avions déjà dénoncé dès le départ. En réalité, c'est un peu compliqué. Quand nous voyons des élus qui sont sous ordre de quelqu'un qui est nommé, c'est vraiment compliqué. Normalement, c'est un problème qu'il faut régler avec une loi au niveau encore de l'Assemblée. Que ce ne soit pas le ministre de l'administration qui soit le parrain ou bien le père des maires, parce que c'est ce que cela sous-entend aujourd'hui. Tout le temps, nous voyons même ces sorties en les rappelant à l'ordre. Bon, je pense que les mots aussi doivent être un peu plus courtois dans les relations. Mais il va falloir qu'on essaie de régler ça au niveau du Parlement, que les élus ne soient pas sous ordre des nommés. En même temps, ça montre aussi que, puisque le ministre leur rappelle, par exemple, que toute autre taxe en dehors des taxes existantes sont frappées de nullité, ça veut dire que ces maires, ces élus locaux n'ont pas la main libre pour gérer peut-être leur commune comme ils veulent. Oui, c'est ce que je dis. Ils sont aujourd'hui des filleuls du ministre de l'administration territoriale. Et c'est ce qu'on dicte de la tête au niveau du ministère, c'est ce qu'ils appliquent sur le terrain. Et normalement, je ne pense pas que ça devait être le cas. Mais les circonstances du Togo obligent les maires à être des bénis-oui-oui du ministre de l'administration territoriale. C'est vraiment dommage. Et c'est également l'une des combats que mène le MPL pour que nous ayons un changement de manière un peu plus profonde et que chaque élu ou bien chaque institution soit indépendante et puisse opérer selon les lois en vigueur. Mais même s'il y a des lois qui ne répondent pas dans les normes, il va falloir qu'on retouche encore ces lois-là. Sinon, par exemple, le cas actuel où les maires sont sous ordre du ministre, bon, c'est vrai que l'interpellation, nous le saluons. Mais le mécanisme, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cela. Ça fait quand même un peu plus d'1 an qu'on a installé les communes aujourd'hui. Oui. Au niveau du MPL, quel bilan vous faites 1 an après de ce transfert de pouvoir aux collectivités territoriales elles-mêmes? Bon, est-ce qu'il y a eu réellement transfert de pouvoir? Nous ne le pensons pas. Peut-être qu'ils sont en exercice. C'est ce que nous pensons. Parce que si nous prenons encore le cas actuel, où tout le temps le ministre est obligé d'interpeller les maires, faites ci, ne faites pas ci, est-ce qu'il y a réellement transfert de pouvoir? Non. Ils sont en train de faire un exercice. Peut-être c'est ce que nous pouvons dire. Vous pensez que c'est un échec ou... Non, c'est un apprentissage. Et quand on est en apprentissage, on ne peut pas parler d'échec. Il faut d'abord qu'on ait un temps record
un temps donné pour juger de ce qui a été fait, pour savoir si c'est un échec ou bien une réussite. Et qu'est-ce qu'il faut améliorer, d'après vous, à ce stade-ci? S'il y a à améliorer, je pense que il faut que tout se fasse au niveau du Parlement pour que les maires ou bien les élus locaux aient la main libre. Et nous voyons également certains maires qui deviennent des présidents dans leur commune, et qui font ce qu'ils veulent. Et il va falloir que les gens également apprennent à respecter les citoyens. Ce n'est pas parce que tu es le maire d'une commune et qu'il faut imposer toutes choses à cette communauté-là. Beaucoup d'inégalités également au niveau des conseils, des fonctionnements, parce que tel n'est pas de notre parti. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être dans d'autres émissions, nous aurons à revenir sur certains dossiers. Nous aurons à revenir sur certains dossiers parce qu'il y a certains maires qui se considèrent comme des Moronaba dans leur communauté. Et c'est même compliqué la cohabitation avec certains élus locaux. Vous pensez que ça par exemple, c'est plus, j'allais dire, une affaire personnelle. C'est pas parce que le cadre légal de la décentralisation est tel que ces maires se comportent comme ça? Non, nous pensons que c'est un problème de compréhension. D'abord au niveau des maires eux-mêmes, c'est-à-dire des personnes qui sont désignés maires là-bas. Je ne sais pas s'ils ont réellement compris leur fonction. Certains le font, certains essaient de bien faire leur boulot, certes. Mais il y a également d'autres qui ne comprennent pas encore qu'ils sont au service. Et d'autres maires également ne comprennent pas qu'ils ne sont que des délégués, des conseillers. Ils pensent que, bon, depuis qu'ils sont nommés ou bien ils ont fait ce vote-là au niveau des conseillers, ils ont été élus maires. Bon, ils pensent que les autres conseillers n'ont plus de valeur à leurs yeux. Et ils ne les traitent pas de manière commode quand même. Oui. Est-ce que le MPL a des conseillers municipaux? Oui, nous avons un conseil municipal au niveau de Golf 7. Puisque c'est uniquement là-bas que nous avons été aux élections locales. Oui. Ça se passe bien pour vous dans le Golf 7? C'est pas tout à fait ça. C'est pas ce que nous espérions quand même. Mais nous lisons par exemple en tout cas dans un certain nombre de journaux en ligne ces semaines que le maire du Golf 7 fait des miracles. Ça dépend de comment les gens expliquent ce qu'on appelle miracle. Parce que normalement en tant qu'élu local, il est là pour répondre aux aspirations des populations. Donc s'il fait son boulot, on devrait plutôt l'encourager, mais pas dire qu'il fait des miracles. Maintenant, est-ce que réellement il fait son boulot? Bon, je préfère attendre qu'on finisse son mandat pour mieux en parler. Parce qu'ils ne font qu'un an, comme vous venez de le dire. Donc, mais il est possible aussi de faire des bilans à mi-parcours. Bon, de se dire que la barque va dans la bonne direction ou non? Nous ne voulons pas aller trop vite en besogne. Donc je préfère garder les premières impressions que j'ai sur la gestion de la mairie pour le moment. Mais j'ai l'impression que vous pensez que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Oui, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de ce qui se fait, mais aller tirer en même temps une conclusion serait aller trop vite en besogne. Qu'est-ce que les autres conseillers, notamment celui de votre parti, qu'est-ce qu'ils font pour changer les choses dans le sens que vous voulez? Il a introduit tout récemment un dossier, un projet au niveau pour l'assainissement de la commune. Le dossier est actuellement en étude. Ce n'est pas encore approuvé, c'est en étude. On attend de voir ce que les autres conseillers décideront du sort du dossier. Parce qu'il y a trop d'insalubrité dans notre commune et il va falloir le réglementer. Mais en matière de collaboration, puisque s'il y a le MPL, il y a UNI, il y a d'autres conseillers, ça se passe bien. Est-ce qu'on s'entend entre conseillers de différents bords politiques? Pour le moment, je pense qu'il essaie juste de faire son boulot. Et dire qu'on s'entend, je ne saurais le dire. Mais il essaie juste de faire son boulot. C'est difficile? C'est pas aussi facile que ça. La cohabitation, c'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? C'est parce que tout le monde est là avec les idéaux de sa formation politique au lieu d'être au service des populations? Quelque part, étant humain, la sensation, la passion, il y a tout qui se mélange des fois. Donc, c'est pas tout à fait
ça. Donc, c'est pour cela que je parle de l'expérience. Tout le monde est venu apprendre pour le moment. Et il y aura des ratés qu'il faut corriger peut-être au second mandat ou au troisième mandat. Est-ce que, en tant que conseiller local, votre parti, le représentant de votre parti, est régulièrement associé aux grandes décisions de la commune, comme le recommande la loi, par exemple? Oui, il est toujours là. Quand il faut prendre des décisions dans les plénières, il est toujours là quand même. Nous apprenons par exemple qu'il y a des communes qui, en une année d'exercice, se sont lourdement endettées, dont la commune dont nous parlons actuellement. Vous confirmez? Bon, sur ça, je n'ai pas d'informations. Je n'ai pas d'informations sur ce côté-là. Sur l'endettement ou pas, je n'ai pas d'informations sur ça. Alors, cette façon de faire, plus ce que vous entendez en tant que parti politique, j'imagine que vous avez des échos de ce qui se fait partout ailleurs. Et donc, pour vous, aujourd'hui, il faut forcément que les choses changent, la façon de gérer les communes change? Bon, la façon de gérer les communes doit... tout d'abord, il faut qu'on essaie de faire un bilan de ce qui se fait actuellement. Et sur le plan législatif, il y a beaucoup de choses qu'il faut également toucher. On en avait déjà parlé. La loi est imparfaite pour vous, c'est ça? Oui. Et il faut d'abord les toucher. Maintenant, dans leur fonctionnement, des budgets, ce que nous avions appris au départ, les communes ont envoyé leur budget et ils ont été limités. On leur a intimé une fourchette. Ils ont été obligés de respecter cette fourchette-là. Mais les besoins dans les communes ne se situaient pas dans une fourchette. On peut peut-être comprendre l'État et ne pas aussi le comprendre. Le comprendre dans ce sens que les budgets également doivent être faits en fonction de la disponibilité au niveau du trésor public ou bien des recettes à venir. Mais là où nous ne pouvons pas également le comprendre, c'est quand nous voyons cette gabegie qui se fait au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. On ne peut pas comprendre comment limiter les besoins primaires des populations et autoriser des gens qui dilapident les fonds, notre patrimoine. Je voudrais parler, par exemple, du dossier Adjakli. Des milliards qu'une seule famille s'en approprie et personne n'arrive... Ce n'est pas encore prouvé. Ce n'est pas encore prouvé. Un journal qui a fait des accusations, ce n'est pas parole d'évangile. S'il a fait des accusations, pourquoi l'État soustrait les Adjakli du comité alors? Si l'État pense que ces faits ne sont pas fondés, pourquoi l'État les soustrait de cette comité alors? Ce n'est pas vraiment le sujet qui nous réunit, mais Adjakli Père a été admis à la retraite. Le fils était mis en disponibilité et devrait reprendre service incessamment. Mais ce que nous avons appris, c'est que l'État les a retirés du comité. Et si l'État les retire... Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact? Ce n'est pas exact. Ok, là, je vais plutôt chercher ma source et peut-être vous l'envoyer. Et là, on pourra ensemble le vérifier. Vous pensez que le pouvoir a beaucoup d'argent, mais refuse de mettre à la disposition des communautés à la base? Oui, les fonds sont mal gérés dans notre pays, mais là où les nécessités sont plus prépondérantes, on essaie de fermer les mains pour ne pas s'ouvrir. C'est ce que nous dénonçons en fait. Donc pour vous, il faut mettre plus de moyens à la disposition des communes? Oui, mais puisque si nous disons qu'il faut parler de la gestion de la nation, on gère quoi en fait? C'est la population qu'on doit gérer. C'est le bien-être des populations qui doivent être gérées. Mais si les populations ne sont pas à l'aise, et que les fonds sont dilapidés pour d'autres besoins, on ne sait pas à quel sein, mais il va falloir qu'on assainisse cet environnement-là. Je prends par exemple le cas de Claude Leroy, qui nous coûte des millions. Et depuis qu'il est venu en 2016, il a déjà dépassé plus d'1 milliard avec 0 résultat. Donc ça, c'est de la gabegie au niveau de l'État. Mais ce monsieur l'a toujours gardé à la tête des éperviers. Mais pour quel résultat? On cherche quoi en fait? On veut faire quoi de cette nation? En même temps, vous n'oubliez pas que quand vous demandez au pouvoir central de mettre plus de moyens à la disposition des communes, c'est vrai que les communes gèrent les communautés à la base, mais c'est le même travail que fait aussi le pouvoir central qui a des besoins spécifiques auxquels répondre en matière sociale. Vous voyez, le prochain budget, il y a une très forte connotation sociale dans ce budget et le pouvoir a besoin de beaucoup de moyens pour ça. Ce que nous remarquons tout le temps, c'est qu'on demande plus à la population. Il faut payer des taxes, les impôts et autres. On est très exigeant là-dessus. Mais le retour, on ne le sent pas. On n'a que des statistiques en l'air, dans des papiers, sur les chaînes. Mais dans le quotidien du Togolais, rien ne bouge. Plutôt, le vécu du quotidien regresse.
la famine est très ambiante sur notre territoire. Donc, que font nos gouvernants quand ils disent que, bon, ils sont très sollicités par ici, par là? Mais on ne les sent pas sur le terrain. En réalité, ce que font nos gouvernants pendant plus de 50 ans en allant, mais ça ne se répercute pas sur le quotidien du Togolais. C'est ce qui est dommage. Mais vous n'allez pas dire que le Togo d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans est le même Togo qu'aujourd'hui? Je dirais plutôt que c'est pire. Ah bon? Ça ne va pas de mieux en mieux, mais ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'indiquent les rapports. Voilà, justement, on parle des indices. Mais depuis qu'on a repris les cours, je pense que vous avez également fait des tours au niveau des salles de classe. Ce n'est pas tous les élèves qui sont assis au moins 2 par banc. Ce n'est même pas eux tous qui ont des tables bancs. Ce n'est pas eux tous qui ont une salle de classe. D'autres sont assis sous des paillassons. Mais pas une gouvernance pendant plus de 50 ans. M. Faure Gnassingbé nous a dit qu'il va créer 1500 écoles dans ce pays. Bon, je ne sais pas là où il a déposé ce bilan jusqu'aujourd'hui. On a clos ce dossier-là, comme si c'était déjà fait. Parlons des hôpitaux. Quel hôpital avons-nous aujourd'hui? Et que lorsque, prenons le cas même de nos députés ou bien de nos ministres, quand ils sont malades, combien parmi eux ou bien combien parmi leurs enfants sont traités dans nos hôpitaux? Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients qu'il n'y a rien comme hôpital au Togo. Et ils sont obligés de voyager pour aller se soigner. Mais le pauvre Togolais, celui qui génère les fonds pour que lui soit payé, lui va se soigner comment? On ne pense pas réellement à cette population. On dit penser à cette population, mais les gestes et les faits prouvent qu'on ne pense pas à cette population-là. Donc, dire que les enseignants également sont en grève. Mais qu'est-ce qu'on fait à ces enseignants-là? Mais c'est quand même eux qui produisent les élites dans ce pays. Si ce pays doit évoluer en matière d'intelligence, ça dépend de ce que font les enseignants. Mais comment on les traite? Mais ce ne sont pas les seuls fonctionnaires de la République non plus. Mais je n'ai pas parlé uniquement des enseignants. Il y a également nos médecins. Mais je suis sûr qu'eux aussi s'apprêtent à aller en grève. Nous avons des échos. Et non seulement eux, Togocom aujourd'hui, comment ces structures-là sont gérées. Donc, il y a beaucoup de désordre dans notre pays, et beaucoup de dilapidation de fonds. Et c'est pour cela que quand nos gouvernants parlent qu'ils sont trop sollicités par-ci, par-là, mais on ne peut pas avoir un échantillon aujourd'hui, dire qu'au moins dans ce domaine-là, notre gouvernement a réussi. Il n'y en a pas. Moi, je n'en trouve pas. Une seule institution, bien un seul domaine, que ce soit santé, ou que ce soit éducation, ou peu importe, on dira que l'État togolais a réussi au moins dans ce domaine. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc pour vous, ces rapports macro sont mensongers? Bon, pas mensongers, ça dépend des éléments qu'ils ont pris en compte. Si je prends par exemple le cas des projets qu'on nous amène tout le temps dans ce pays, on amène les projets. Maintenant, qui sont les bénéficiaires du projet? Combien de Togolais sont informés sur ces projets-là? Mais si ceux qui ont déjà mangé, ils sont rassasiés, bénéficient encore de ces projets-là, et à une forte densité, on dira qu'il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié de ces projets. Mais qui sont ceux qui ont bénéficié réellement? Quelles sont les personnes qui ont bénéficié? C'est des gens qui n'en ont pas besoin réellement de ce projet-là. Aujourd'hui, nos populations, même dans la région maritime, n'ont pas d'eau potable à boire. Mais on dit qu'on travaille dans ce pays. On fait quel travail? On dit que le gouvernement bosse trop. Et tel ministre est venu, il a fait ci. On les acclame. On les acclame, ils ont fait quoi concrètement si nous n'avons même pas d'eau pour boire? Ils ne font rien. À vous entendre, Pascal Yigbe, on a comme l'impression que pour vous, rien ne marche au Togo. Oui, effectivement, rien ne marche. Rien ne marche parce que, les gouvernants, quand tu es illégitime, ça agit sur tous tes programmes. Tu peux faire un bon programme. Le PND, par exemple. Est-ce que réellement ce PND, ce projet-là, est-ce que c'est mauvais en soi? Il n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas un projet dont les populations se sentent concernées. Et quand les populations n'y adhèrent pas, tu peux beau injecter des milliards, ça ne va rien donner. C'est ça aussi le problème que nous avons. Quand vous êtes illégitime, les populations ne se sentent pas concernées à tout ce que vous faites. C'est ça aussi le problème que nous avons au pays. Est-ce que ce n'est pas aussi simplement un discours d'opposants que vous tenez? On a longtemps été habitués aussi à ça au Togo, des opposants qui peignent tout en noir pour passer pour ange aux yeux de l'opinion. J'ai parlé des faits et j'ai donné des exemples concrets que toute personne qui voudrait réellement vérifier peut toucher. L'autre fois, il y a eu même des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Les gens ont dit que c'est faux. Moi, j'y étais allé, puisque c'était dans le Golf 7 également. Oui, c'est vrai qu'après, le maire a eu à prendre des dispositions. Mais auparavant, c'était comment?
Normalement, à quelques jours de la rentrée, je pense que les enseignants avaient fait leur rentrée avant les apprenants. Mais ils avaient fait leur rentrée avant les apprenants en faisant quoi? C'était uniquement pour distribuer des gels, pour qu'ils essuient leurs mains avec. Mais le jour de la rentrée, nous avons vu également si les dispositifs qui avaient été mis en place. Ce n'est pas tous les établissements ou bien toutes les écoles qui avaient les gels ou bien qui avaient les cache-nez. Il y a même des écoles que les gouvernants même ne savent pas. C'est les parents d'élèves même qui ont cotisé, qui paient les enseignants, qui ont même construit leurs bâtiments. Bon, dans ce cas d'espèce-là, vous voulez qu'on dise que ça va? Bon, est-ce que c'est encore les opposants qui paient en noir la soi-disant effort que fournit le gouvernement? Non, c'est des réalités que tout le monde peut toucher. Il y a eu aussi énormément d'écoles construites, par exemple. Vous avez des centres de santé construits dans des zones. Ce sont aussi des choses qu'il faut relever aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe? Je dirais plutôt que nos gouvernants ont plutôt démissionné. Et ils ont abandonné l'État et la gouvernance de notre pays aux mains des institutions. C'est des dons, des grandes ONG, de l'UNICEF, de je ne sais quoi. Allez circuler un peu sur les bâtiments, les nouveaux bâtiments qui ont été construits. Vous verrez, don de. Au fait, le gouvernement, eux, ils font quoi en réalité? Donc ça veut dire qu'eux, ils ont déjà abandonné, ils ont démissionné. Donc s'il n'y a pas de dons, nos écoles n'allaient pas exister. S'il n'y a pas de dons, les mini-CMS que nous avons n'allaient pas exister alors. S'il n'y a pas de dons, nous n'aurons pas de produits pharmaceutiques. S'il n'y a pas de dons, nous n'aurons pas de moustiquaires. Donc, tout ce que nous devons avoir dans ce pays, ça doit être une bonne volonté qui a eu pitié du Togolais et qui envoie. C'est vraiment dommage. Donc, il faut améliorer la gouvernance. Pascal Igwe, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est plutôt moi qui vous remercie. Vous êtes le premier vice-président du Parti Mouvement du Peuple pour la Liberté, le MPL. Si vous permettez, oui. Je voulais placer un mot en disant que nous, MPL exige la démission pure et simple de M. Claude Leroy. On en a assez. D'accord, merci. Voilà qui nous amène à la pause et juste après le journal, c'est Regards croisés.